Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NRTV dans cette nouvelle quotidienne du mercredi 4 octobre. Je suis ravi de vous retrouver et je suis en belle compagnie aujourd'hui avec un plateau 100% féminin comme vous le voyez, et à commencer par vous, Patricia Odetta. Bonjour. Bonjour Alexandre. On va parler de votre métier de secrétaire municipal que vous exercez à Vic. Et pourquoi on va parler de ce métier? Eh bien, c'est parce que vous êtes la présidente de l'association vaudoise des secrétaires municipaux qui organise sa 73e assemblée générale. Je vais arriver à le dire, donc à Trélay ce vendredi. L'occasion de parler des enjeux, bien sûr, de votre métier. Et bonjour Carole Hertig. Bonjour Alexandre. Carole, vous êtes la présidente de l'association Seven qui a vécu le 24 septembre dernier à Colovray son 8e tournoi de football. Donc le sport pour les personnes à besoins spécifiques. On va pouvoir revivre cette magnifique journée en images avec vous. Et bonjour Sandrine Faure. Bonjour Alexandre. Sandrine Faure, vous êtes la chef du service de la culture à la ville de Gland. Vous venez présenter la nouvelle saison culturelle à Gland, au théâtre de Grandchamp, qui a été inaugurée là il y a quelques semaines. Cette nouvelle saison, on va parler humour, théâtre, musique, bref, de plein de belles choses ensemble. Et puis on va parler aussi d'autres choses avec toi, Andrea. Bonjour Andrea. Ah non, c'est pas Andrea. Salut Alexandre. Salut Florian. Ça va bien, ça me fait plaisir de te voir. Donc là-bas, tu es où? Qu'est-ce que tu vas nous faire vivre aujourd'hui? Alors, je suis actuellement à Grandchamp. Et puis, Alexandre, si je te demande, si je te dis en voiture Simone, qu'est-ce que tu me réponds? En voiture Simone, je sais pas, en route ma poule? Quelque chose comme ça, je sais pas. Non, en général, c'est je conduis, tu klaxonnes, mais là, tu verras. Je suis actuellement en train d'aller tester un nouveau concept de mobilité sur la ville de Gland. Tu vois, c'est ces véhicules derrière, des véhicules électriques, 100% électriques, pour pallier aux 5 derniers kilomètres de transport. Et je vais faire le test. Alors, tu vois, je vais rentrer dedans et on va tout comprendre de ces navettes Cristal qui vont être testées sur la commune de Gland. Voilà, tout de suite Alexandre. Je me réjouis de te voir en route, Florian. Merci d'être avec nous et de nous faire vivre ça. Patricia Odetta, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, vous êtes donc la présidente de cette association vaudoise des secrétaires municipaux. L'Assemblée générale, c'est ce vendredi à Trélay, notamment. Mais alors, vous travaillez à Vic. Alors, j'aimerais comprendre cette association vaudoise des secrétaires municipaux que vous présidez depuis une année, c'est ça déjà? Ça fera une année, vendredi. Quoi. Alors, qu'est-ce que c'est cette association? Dites-moi tout. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la 73e. Donc, c'est une association qui existe depuis pas mal de temps. Oui. Donc, notre mission, il y a, je dirais, 2 aspects principaux. Il y a le côté soutien dans la pratique professionnelle de mes collègues. Mm-hmm. Donc, ça peut s'exprimer par différents éléments, soit le côté formation, qui est quand même, je dirais, un peu la base du soutien. Donc, on a plusieurs types de formation. On a la formation qu'on appelle initiale. Ça veut dire que c'est pour des tout nouveaux collègues qui commencent dans la profession, qui ont un petit peu d'expérience. Et donc, c'est 2 journées. Une fois par année. Oui. Et puis, on essaie d'aborder... Alors, évidemment, c'est de manière assez générale, parce qu'on est des généralistes, mais après, évidemment, un petit peu spécialisés dans différents domaines. J'allais vous demander, justement, effectivement, la formation, on l'aura compris, c'est le maître mot, et puis le soutien, bien sûr, justement, à cette fonction de secrétaire municipal. Alors, qu'est-ce que c'est, secrétaire municipal? C'est quoi votre métier, en fait, Patricia? Alors, le métier, on va dire que c'est le lien entre les élus, donc les politiques, si vous voulez, et puis l'administration communale. Donc, le secrétaire municipal, c'est un peu la courroie de transmission, mais c'est aussi le garant des lois, de la bonne application, effectivement, de toute la réglementation. Donc, c'est une position assez délicate, parce qu'on n'a pas de pouvoir décisionnel, mais on doit quand même donner les éléments aux élus, aux politiques, pour que les décisions elles soient effectivement réglementaires, légales, etc. Et puis ensuite, on doit les faire appliquer, que ce soit à l'interne ou vis-à-vis des associations intercommunales, enfin d'autres organismes externes. Mais alors, comment on devient secrétaire municipal?
Petit à petit, il y a de plus en plus de formations ad hoc, on va dire. La plus connue, c'est une formation romande, donc au niveau des cadres en administration communale, mais qui est plus une formation continue, qui dure à peu près 2 ans et demi, et puis il faut y consacrer pas mal de temps, donc c'est vendredi, samedi, toutes les 2 semaines. Mais je dirais que globalement, parmi mes collègues, il y a différents métiers. Personnellement, j'ai fait des études universitaires plutôt gestion. Après, j'ai fait du marketing, publicité, conseil en communication. Je connais des journalistes, il y a des gens qui sont dans le juridique, il y a des employés de commerce. Enfin, franchement, c'est hyper varié. J'ai même appris récemment, en lisant Gland-Cité, parce que vu qu'on est à Gland, que le tout nouveau secrétaire municipal de la ville de Gland, en fait, si je me souviens bien, il a fait théologie et psychologie ou quelque chose comme ça. Parce que l'élément rassembleur est important, l'élément fédérateur. Évidemment, dans une plus grande commune, il y a moins besoin, on va dire, du côté métier juridique, parce qu'il y a toute une équipe, il y a des services, etc. Donc c'est vrai que franchement, il n'y a pas une manière de devenir c'est ça. Alors, secrétaire c'est municipal. peut-être un des enjeux aujourd'hui, justement, parce que vous parlez aussi de la formation et de cette association vaudoise aussi qui défend un petit peu ça. Est-ce qu'il ne manque pas, justement, un cadre, quelque part? C'est-à-dire qu'on voit ces personnalités qui viennent d'univers différents, vous venez de le dire, mais du coup, ça, c'est une force? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on se dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait amener davantage de cadres, et donc, du coup, de formation cadre pour arriver à ce... Il y a la loi sur les communes, qui, d'ailleurs, il y a un nouveau projet de loi qui est en écriture, et ça, c'est un élément aussi au niveau de notre association, c'est qu'on est consulté par les services du canton, justement sur les différents projets de loi. Et cette loi qui décrit le fonctionnement des communes, on était évidemment très, très impliqués. Donc, on a pu être consultés et puis faire partie des groupes de travail. Et quels sont les enjeux ? Le cadre, il existe. Enfin, le cadre existe. C'est ça que je voulais dire. Le cadre légal, il existe. Après, il y a il y a l'autonomie communale. Donc, logiquement, toutes les communes sont censées fonctionner dans ce cadre-là. Après, il y a des petites communes où il y a une personne qui fait absolument tout dans l'administration, et puis en face d'elle, un certain nombre de municipaux qui ne sont pas forcément non plus issus de domaines qui sont des métiers de l'administration. Donc, vous comprenez que l'application, elle est très différente. Alors, quels sont les enjeux, justement, qui se posent à vous aujourd'hui, enfin, votre métier? C'est quoi les grands défis aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés? Alors, au niveau de notre métier, vraiment, si je parle du rôle de secrétaire municipal, le souci qu'on a, c'est qu'on a un taux de burn-out, de personnes qui quittent leur fonction, de pression. Alors, je pense que ce n'est pas spécifique non plus à ce métier. Je veux dire, c'est aussi la société. Il y a dans d'autres domaines où le taux de burn-out, on entend partout. Je veux dire, mais il y a une problématique quand même. Oui, il y a une problématique. C'est un peu ce que je vous expliquais avant. C'est ce poste un peu... je ne veux pas dire qu'on est entre deux chaises, mais voilà. Et il y a beaucoup de pression. On a en face de nous, je dirais, des patrons qui ne sont pas forcément du métier, je veux dire, qui sont élus et qui viennent là pour différentes raisons. Et des patrons qui changent aussi. Et des patrons qui changent tous les énormément. 4-5 ans, oui. Au niveau formation, il y a aussi un effort qui est fait au niveau du canton pour essayer justement, au moment vous savez, il y a des élections générales, donc au moment où la plupart des nouveaux élus entrent dans les communes, maintenant on appelle ça pour ma commune, si je ne m'abuse. Donc, il y a un certain nombre de formations qui leur sont proposées. Apparemment, en tout cas, dans notre district, il y a eu pas mal de succès. Donc, voilà. Mais après... alors, il faut dire aussi que secrétaire municipal, ce n'est pas la même chose d'être secrétaire municipal à Vic ou à Gland, justement, parce que les communes ont une taille différente. Alors, justement, j'aimerais me concentrer là-dessus avec vous, parce que déjà, on peut le dire, vous êtes la première femme au poste de présidente de cette association depuis 73 ans, ce qui montre aussi un changement dans ce domaine. Et puis, vous êtes la première... vous êtes représentante, de cette petite commune de Vic aussi. Alors, quel levier vous avez et quelle influence vous pourriez avoir au sein de cette association et donc au sein de votre métier en disant on va défendre aussi les secrétaires municipaux et secrétaires municipales qui viennent de petites communes comme la vôtre? Bien sûr, ça depuis toujours, entre guillemets, c'est la mission du comité, parce que la majeure partie des communes du canton sont petites
Et dans les petites communes, en général, effectivement, c'est plutôt des femmes, temps partiel, enfin voilà. Donc les problématiques sont différentes, quoi. Voilà. Mais donc oui, ça a toujours été, je dirais, la mission du comité de représenter toutes les communes, pas uniquement les villes. Mais c'est vrai que je me sens un peu plus le porte-parole. C'est peut-être plus visible qu'avant. Voilà, c'est ça. Parce que c'est la première fois, effectivement, que c'est à peine 1000 et quelques habitants en Vic. Et puis, effectivement, le côté féminin, mais pour moi, qui est vraiment essentiel, parce que c'est plus de 80% des communes où c'est une femme qui tient le rôle de, bien sûr. Ouais. Un dernier mot rapidement, Patricia Odetta. Alors, donc cette assemblée générale qui se tiendra à Trélez vendredi, il y aura un mot de la conseillère d'État Christelle Luizier qui sera présente aussi. Bah oui, représentante des communes vaudoises, c'est logique qu'elle soit là. Mais il y aura aussi lors de cette assemblée Stéphane Genoux qui viendra donc parler de transition énergétique. Alors c'est vrai que ça a piqué mon attention. Je me suis dit, tiens, parler de transition énergétique lors d'une assemblée des secrétaires municipaux. Pourquoi ? Vous parliez des enjeux. Oui. Je veux dire, on a eu la loi sur le climat. Là, actuellement, il y a la loi sur l'énergie qui est en consultation. Et puis, tout ça, évidemment, ça devra être appliqué dans les communes. Donc, oui, on est en train... il y a aussi des plans énergie-climat communaux. Enfin, il y a l'assainissement des bâtiments, l'éclairage public. Enfin, on a eu cette crise énergétique, mais qui a donné un petit coup d'accélérateur qui était bienvenu, on va dire. Et c'est vrai que dans une commune, ça touche à peu près tous les domaines, bien sûr. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Patricia Odetta, présidente donc de l'Association vaudoise des secrétaires municipaux. Belle assemblée du coup vendredi et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Florian, alors du coup on te retrouve, on va faire un tour en navette 100% électrique. Voilà, tiens, transition énergétique, on vient d'en parler avec Madame Odetta. Du coup, qu'est-ce que ça donne alors à Gland ? Eh ben, tu vois, ça donne ceci, une navette électrique magnifique qui s'appelle Cristal. Et je vais rentrer dedans, les portes s'ouvrent, on va retrouver nos invités. Je suis avec la vice-présidente du groupe LOR qui met au point ces navettes et avec un urbaniste. Je précise qu'on a aussi Gérald Croteny qui est ici et qui va nous donner plutôt la vision politique de ce qu'on peut faire et à quoi ça sert au sein d'une ville. Mais je te propose de t'emmener en balade. Voilà, on va faire un petit tour à Gland et puis on va réfléchir et expliquer ce que sont ces navettes. Alors, premièrement, je propose qu'on donne la parole à l'urbaniste. Monsieur Chenin, vous êtes à l'origine, je crois, de ces navettes ici en Suisse, ça, du projet urbanistique d'insertion de ces navettes en Suisse. Expliquez-nous un petit peu quels sont les avantages de ces navettes et pourquoi il faut que les villes, finalement, se dotent de ces navettes. Le travail des urbanistes, c'est de travailler sur la ville, sur l'espace public notamment. Et nous avons l'obligation de vivre plus nombreux dans un espace qui est identique, puisque la loi fédérale sur l'aménagement du territoire l'a décidé ainsi. Et donc, notre travail consiste à voir comment on peut partager l'espace public de manière plus rationnelle pour faire en sorte qu'on soit dans une ville tout aussi mobile, mais avec de la qualité en étant plus nombreux. Et une des mesures qui permet de contribuer au fait de l'aménagement de la ville de demain, c'est une mobilité complémentaire aux formes de mobilité qui existent actuellement, qui sont disponibles. Et cette mobilité-là, nous les suivons depuis longtemps dans le cadre de programmes de recherche et développement. Un système de transport innovant comme le Cristal est un système qui nous permet justement de partager une mobilité de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agile. Là, on circule sur des routes qui tourne assez franchement. On peut tourner sur un micro-giratoire avec un transport public. Ça, c'est assez innovant. Et en plus, comme il s'accouple, on peut avoir une capacité qui évolue en fonction de la demande dans l'espace et dans le temps de la journée. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de capacité inerte qui n'est pas utilisée aux heures creuses. L'objectif, c'est aussi d'agir sur finalement ces 5 derniers kilomètres des transports individuels pour pouvoir justement répartir les flux entre ce qu'on appelle le mode doux et puis pour les gens qui sont peut-être un peu plus pressés ou à mobilité réduite ou de pouvoir justement bénéficier de ce que vous venez de dire, cette modularité. Mais le nœud, c'est vraiment ces 5 derniers kilomètres. Oui, alors effectivement, ce qui est important, c'est qu'on fasse en sorte que on ait une chaîne de mobilité entre les différents modes de déplacement qui soit la plus confortable possible
Et on sait bien que les jeunes, ils fonctionnent avec des applications, ils veulent avoir une mobilité très spontanée. Les jeunes, c'est les adultes de demain, il ne faut pas l'oublier. Donc à partir de là, il faut qu'on puisse trouver entre l'origine et la destination le moyen de transport qui est complémentaire et qui permet d'aller d'un mode à l'autre de manière la plus rapide, la plus spontanée possible. Et ça fait partie des systèmes qui permettent justement de rallier un point A à un point B entièrement en transport public. Voilà, tu vois, Alexandre, ici, on est en train de faire un petit tour, hein. C'est une démonstration. On est escorté par la police pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces navettes, elles peuvent aller jusqu'à 50 km/h. Et quand elles s'accouplent, donc on peut en mettre 2, voire 3. Et à chaque fois, on réduit la vitesse de 5 km/h. Et là, je vais alors me diriger vers la personne que je t'ai présentée tout à l'heure, vice-présidente du groupe LOR. C'est vous qui vous êtes justement poser la question de cette mobilité du futur au sein de votre groupe. Rappelez-nous juste votre nom et votre prénom. Marie-Josée Navarre, donc je suis vice-présidente du groupe LOR. Voilà, alors il vient de le dire, hein, Monsieur Chenard, c'est le but, c'est de plaire aux jeunes, mais ça se répercute aussi, je trouve, sur le design, un design très simple, assez, j'allais dire presque enfantin, en forme de bulle. Pourquoi avoir fait ce choix justement du design qui, je pense, est assez essentiel pour ce type de mobilité? Comme l'a dit tout à l'heure Thierry, il y a de l'innovation. On a effectivement un véhicule qui peuvent s'atteler entre eux jusqu'à 3 en s'adaptant au cas d'usage. Mais ce qu'on a cherché surtout, justement, c'est la rupture d'usage. C'est utiliser le véhicule autrement pour servir des cas d'usage qui sont multiples. C'est desservir certainement des enfants pour de la desserte scolaire. C'est faire du rabattement vers des transports publics plus denses. Voilà, donc on a un petit objet. C'était ça le cahier des charges. C'était un peu le cahier des charges. Le designer s'est fait plaisir. Il a fait un objet qui est un gros jouet, en quelque sorte, hein, mais qui avait quand même quelques contraintes techniques, notamment la capacité d'emport, 14 personnes dans chaque module, debout, 3 places assises, une 4e ici pour la personne à mobilité réduite, et puis surtout cette capacité d'atteler les véhicules entre eux. Et notre objectif principal, ça a été de la mobilité électrique, certes, mais pas 2 tonnes de batterie dans un bus avec 2 personnes. Donc, vous le comprenez, en attelant les véhicules, on est capable, en fonction de la journée, de mettre 1, 2 ou 3 véhicules et de n'avoir que juste ce qu'il faut d'énergie pour transporter les passagers. Voilà, tous les enjeux sont là, Alexandra. Mobilité, modularité et puis jouabilité, on va dire, parce que la mobilité du futur, c'est jouer avec sa mobilité. Elle n'est certainement pas triste, ça c'est certain. Et puis, il faut redonner du goût au transport partagé. À une génération qui, elle, a été la génération de la voiture individuelle. Donc, il ne faut pas qu'il y ait toutes ces ruptures de rentrer dans un objet qui serait triste et peu engageant. Voilà. Alors, ce qu'il faut rappeler, Alexandre, aussi, c'est qu'il y a 2 modèles de ces véhicules. Il y a la version complètement autonome qui s'appelle e-Crystal et puis le véhicule Crystal avec un conducteur. Il y a aussi, et là, je me tourne à nouveau vers l'urbanisme, un cadre légal à définir parce que des essais ont déjà été effectués, hein. On pense notamment à Sion, par exemple, mais dans la région, il y a déjà eu Roll qui s'est lancé dans cette aventure. Je me souviens, c'était sauf erreur en 2017. On avait fait un test, ou 2018 avec carte postale. 2017, alors voilà, on se base sur les dates, mais l'important, c'est de dire qu'il y a déjà eu des tests, mais pourquoi finalement ces tests n'ont pas été pérennisés par quelque chose de, je veux dire, de concret, c'est-à-dire qui ne soit pas un test sur une durée définie? Alors, 2017, Roll, c'est juste, mais c'était avec un véhicule conduit par un chauffeur. Donc, c'était vraiment un véhicule. Ah ben non, on a aussi, hein. Oui, là, on est tout à fait dans le même cadre. Par contre, vous me parlez des véhicules autonomes et pourquoi ils ne se développent pas encore suffisamment comme on en a rêvé depuis longtemps. Tout simplement parce que pour avoir accompagné un certain nombre d'expérimentations partout en Europe de ce genre de système, on a des difficultés d'intégration dans la ville. La ville n'a pas été construite autour des véhicules autonomes, c'est le contraire. Et le problème, c'est que les adaptations du domaine public aux véhicules autonomes, c'est un vrai problème parce que si vous avez un réseau de domaine public qui est déjà parcouru par des automobilistes qui n'ont pas de détecteur de véhicules autonomes, vous voyez bien ce que ça peut donner. Donc, on est obligé de ségréguer complètement, de partager l'espace de nouveau, et c'est ce qu'on essaye d'éviter, de faire en sorte que ces véhicules autonomes soient protégés finalement des circulations automobiles classiques. Donc, toute cette phase de transition, elle est extrêmement délicate et complexe. Entre-temps, il faut qu'on avance. La planète se réchauffe.
on doit avancer avec l'espace public, on doit avancer avec la requalification de l'espace public. Donc, il y a des solutions qui existent, qui sont aussi des points de passage et aussi des leviers pour cet avenir futur où on pourra complètement consacrer un espace public à des véhicules entièrement autonomes. Mais pour le moment, on n'est pas complètement à bord de broche, comme on dit. On doit attendre que la ville puisse régler un certain nombre de problèmes juridiques qui permettent de rendre compatibles ces véhicules avec un espace public qui n'a pas été conçu pour les accueillir. Voilà, tu l'as compris, Alexandre. En gros, les deux points qui font friction encore pour que ces véhicules autonomes se développent, c'est l'insertion dans le trafic et puis le cadre juridique. Mais j'imagine, et là je me retourne de nouveau vers vous, que finalement tous ces essais qui se font, ça permet d'améliorer le système, d'améliorer les véhicules peut-être aussi, et de tenir compte des remarques de ces collectivités publiques qui vous font confiance pour ces tests. Alors, de toute façon, ce véhicule dans lequel vous êtes, il est déjà en circulation. Les véhicules ont déjà fait plus de 250 000 km en France, à Ajaccio, à Avignon, à Orange, puis plus proche de notre lieu de naissance, là, à Saverne. L'homologation est en route en Allemagne, et puis on l'espère, on pourra l'engager en Suisse, parce qu'il faut effectivement vérifier les conditions d'insertion dans la ville et faire en sorte que les organismes certificateurs s'expriment sur ce véhicule. Donc c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire, peut-être ici à Gland. Très prochainement. Voilà. Écoute, Alexandre, moi je te rends la parole. Il fait quand même un petit peu chaud dans ce véhicule. Il faut dire qu'on est enfermé, que le soleil tape, on se croirait au printemps. Et puis on va retrouver Gérald Cretonny pour les explications un petit peu plus pratiques du pourquoi et du comment la ville de Gland s'est lancée dans cette aventure, ou souhaite se lancer dans cette aventure. Et je te quitte avec l'ouverture des portes, fameuse ouverture des portes. Tu vois, voilà, pour te remonter ce design assez rond, assez enfantin et très sympathique, ma foi, de ces navettes cristal. Voilà, à toi, Alexandre. Mais dis donc, Florian, mais magnifique. Alors là, on saura tout, et vraiment, sur les navettes autonomes et électriques. Visiblement, ça te passionne. Je suis fier de toi. Tu t'es bien tenu. Tu n'es même pas tombé dans cette navette. Voilà. Ça fait sourire Carole Ertig aussi. Bonjour, Carole. Alors, Carole, enfin, rebonjour, c'est vrai, on s'est salué au sommaire, mais Carole, vous êtes là parce que vous êtes la présidente de l'association Seven. Alors, le 24 septembre dernier, on va le voir en image, c'était ce tournoi de football annuel, hein, oui. Et une vraie tradition donc, de votre association. Il y avait le beau temps, oui. Contrairement à l'année passée, oui. Si ma mémoire est bonne. Il y avait du monde, oui. Visiblement, oui. Voilà, sur les images, on va le voir. Combien de personnes? Alors, on avait 18 équipes de toute la Suisse, et donc c'est à peu près 250 personnes, plus tous les amis, les familles qui sont venus les soutenir pour ce tournoi, effectivement traditionnel maintenant depuis la 8e édition, donc depuis 8 fois. Ouais, donc voilà, donc l'association Seven, eh bien, qui promeut oui. Le sport pour les personnes en situation de handicap mental et à besoins spécifiques. Alors, ce tournoi de football, c'est le 8e du nom de l'association oui. Seven, le football. C'est vrai, cette tradition, elle est là. Bon, on connaît votre rapport, Carole Ertig, avec le football, mais c'est surtout que le football, c'est vraiment le sport le plus rassembleur, finalement. C'est peut-être pour ça qu'il y a cet engouement autour de cet événement pour vous. Oui, alors c'est vrai que le foot rassemble, mais c'est vrai aussi que c'est facile, on va dire, pour une institution de mettre en place, de fédérer, que ce soit des garçons ou des filles, pour pratiquer le football. C'est présent sur nos écrans quand même quotidiennement, ouais. Je vais dire, par différentes manifestations, différents championnats. Et puis, oui, c'est un esprit d'équipe. Il y a cet esprit de camaraderie qui est présent chez eux, alors dans tous les sports, mais c'est vrai que particulièrement dans le foot. Le fait que, ils peuvent se retrouver, ils peuvent échanger avec d'autres camarades qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir au quotidien dans leurs institutions. Et c'est vrai que le foot a vraiment cette vertu de fédérer ouais. Tous les âges, et les garçons comme les filles. Maintenant, on l'a vu aussi avec la dernière Coupe du Monde, que ça a provoqué aussi un certain engouement auprès des femmes. Donc là aussi, on a vu plus de filles j'allais vous demander, du tournoi. Et ça nous a vraiment ravis. À différents postes, même gardienne. Donc voilà, il y a vraiment donc les choses dynamique. Changent. Les choses changent. Alors, dans le football, visiblement, effectivement, mais aussi avec votre association, ces personnes, justement, à besoins spécifiques, c'est quoi l'évolution, finalement, pour ces personnes-là, pour la pratique du sport dans notre région? Je reformule ma question. Quel a été l'impact de l'association Seven toutes ces années, en fait?
Écoutez, j'espère. Enfin, on le voit sur leur visage chaque fois qu'on organise une manifestation. Il y a énormément de plaisir. Mais le retour qu'on a, par exemple, là, lors du dernier tournoi des arbitres, c'est qu'eux ont vraiment vu une évolution aussi au niveau de leur jeu. Les premières éditions, ils se disaient oui, on essaye, la balle elle circule, mais bon. Et là, ils se sont rendus compte que, au fil de proposer des manifestations, des compétitions, on voit que leur niveau évolue aussi. Ouais. Et c'est ça qui est aussi réjouissant et valorisant pour eux. Donc là, les arbitres se sont surpris eux-mêmes à courir un peu plus et à être un peu plus attentifs parce qu'il y avait tout à coup des phases de jeu qui étaient beaucoup plus dynamiques qu'au début, de nos manifestations. Donc, et eux nous le disent, c'est au niveau de leur confiance, au niveau de leur autonomie, enfin au niveau de leur bien-être tout simplement. Le fait de pouvoir faire comme tout le monde finalement, de participer à une compétition, pour eux c'est vraiment très important. Donc si notre mission est celle-ci, pour moi elle est largement réussie. Ouais, elle est réussie, effectivement. Alors on peut faire le bilan de l'association Seven, mais faisons le bilan aussi peut-être de la manière dont ces sportives et ces sportifs-là peuvent être accueillis dans notre région. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce que tout est mis à l'œuvre justement pour que votre association puisse organiser suffisamment de choses pour que ces personnes justement en situation de handicap puissent être intégrées en fait dans les différents sports qu'on propose dans notre région de Nyon? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Bon, alors je dois quand même dire que la région de Nyon est dynamique, en tout cas en termes de politique sportive. À Nyon, on a une offre de natation adaptée qui est déjà en place depuis quelques années, donc avec à peu près une vingtaine de nageurs qui pratiquent la natation 2 fois par semaine. Bien sûr, c'est comme tout, on n'en fait jamais assez. Mais il faut aussi se rendre compte que ces gens-là, ils ont des capacités limitées, tout à coup, en tout cas physiques, et on ne peut pas non plus les solliciter peut-être autant que d'autres. Mais lors du dernier tournoi, on a accueilli une démonstration de rugby en collaboration avec le rugby de Nyon. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est mission réussie et mission accomplie, de voir que d'autres clubs veulent se greffer sur une manifestation pour eux-mêmes tout à coup proposer une activité au sein de leur club. Et le politique ? Non, le politique, en tout cas, de nouveau, je trouve qu'à Nyon, la politique sportive est très dynamique. On est excessivement soutenu, on est encouragé, les infrastructures sont mises à nos dispositions, on a des magnifiques infrastructures. Donc je pense que ce n'est pas là où la solution doit être cherchée. Je pense que la solution, elle doit venir justement, la solution, la dynamique doit venir des clubs. Des clubs et des gens, quoi. Ouais. Et des gens, c'est pour ça qu'on encourage vraiment les gens à venir nous voir, parce qu'ils se rendent compte aussi de l'énergie qui s'en dégage et de la volonté de ces joueurs, de ces sportifs, de pratiquer vraiment un sport et de vouloir faire vraiment une activité. Ils sont présents, ils sont assidus, et ça, voilà, ça c'est la plus belle récompense. Et d'ailleurs, on peut donner déjà rendez-vous. Alors l'année prochaine, il y a les Regional Games le 21 septembre à Nyon. Exactement. Pour justement les personnes en situation de handicap. Voilà, on fêtera également les 10 ans de l'association, donc c'est un grand rendez-vous pour nous. Donc, double événement. Double événement, exactement. Et un Regional Game, en fait, c'est simplement qu'on va réunir sous une même manifestation 5 disciplines, à savoir du football, de la natation, du tennis, de la pétanque et du bowling sur différents sites à Nyon. Et on aimerait également pouvoir leur offrir une belle soirée pour se retrouver tous ensemble et puis fêter un petit peu ces différentes médailles récoltées durant la journée. Et alors, le rendez-vous est pris pour le 21 septembre 2024. Puis, on se retrouve en avril pour le tournoi de natation. Non, alors il n'y aura il y aura pas de natation. Comme on fait ce grand événement, il y aura déjà de la natation. Donc, on mise tout sur le 21 septembre. On mise tout sur le 21 septembre. Merci Carole Hertig, présidente de l'association Seven, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre. Alors Florian, puisque visiblement tu as pris goût à être moi sur le terrain, j'ai envie de dire, en tout cas prendre ma place. Alors dis-nous tout, du coup, que pense la ville de Gland? Enfin, pourquoi est-ce que la ville de Gland a fait cet effort d'intégration d'une navette 100% électrique et autonome? Écoute, c'est exactement la question que je vais poser à Gérald Crettini, qui est ici et qui, au nom de la ville de Gland, va nous expliquer pourquoi la commune s'est lancée dans le concept des véhicules autonomes. Alors, pourquoi?
Alors, je précise juste une chose d'entrée, quelque chose qui ne va pas plaire à Florian, c'est que réellement, ces véhicules ne sont pas autonomes et ce n'est pas l'objectif forcément d'avoir un véhicule autonome. Ici, l'intérêt, c'est que ce sont des véhicules de petite taille qui sont modulables, c'est-à-dire qui peuvent s'accoupler et avec 3 véhicules, on arrive finalement à un total de plus de 40 passagers. Et ça permet donc de pouvoir assurer le transport du public en le modulant en fonction des heures de pointe, des heures creuses et d'autres besoins finalement que nous pouvons avoir dans la commune. Voilà, tu vois Alexandre, en fait, ça s'insère aussi dans le projet Smart City que la ville de Gland développe. Et c'est pas pour rien hein, que ce projet Smart City, que ces véhicules qui ne sont pas pour l'instant autonomes, tu l'as bien compris, mais qui sont électriques, de petite taille et qui permettent de faire le dernier déplacement des 5 km, sont testés en ville de Gland. Expliquez-nous le rapport justement entre ces véhicules, ce nouveau mode de mobilité et Smart City. Alors, Smart City, c'est bien sûr a une fonction bien particulière. Si nous optons pour cette politique, c'est parce qu'elle nous permet d'être plus proche des gens, c'est-à-dire de tenir compte véritablement des besoins les plus précis possibles et de pouvoir faciliter surtout pour la population l'accès aux prestations. Et ces véhicules, j'allais dire autonomes, non, ces petits véhicules cristal ont effectivement d'une part cette possibilité de pouvoir aller dans à peu près n'importe quel endroit, extrêmement mobile et de pouvoir intégrer également des solutions facilitantes pour leur accès. Donc, ça va être parfait pour le Vieux-Bourg, hein, par exemple. Ça sera parfait pour le Vieux-Bourg. Voilà, pour réunir le sud et le nord. Là, ça, c'était les spécifications un peu techniques et puis quand même la vision d'intégration dans le projet Smart City. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose. Ça a été testé à Rolls, ça n'a pas vraiment donné suite. Ça a été testé à Sion. Alors, première mondiale, hein, c'était la première fois que ces véhicules étaient vraiment testés sur une longue durée. Ça a même fait l'objet de sujets de la presse internationale. Pourquoi eh bien, après ces tests qui n'ont pas donné de suite, la ville de Gland se lance dans ces tests et souhaite les pérenniser? Alors, je crois qu'il manque. Ce qui aurait été très improbable, c'est que la ville de Gland se lance dans cette aventure sans s'assurer qu'il puisse y avoir une homologation à la fin, parce que finalement, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'homologation, on ne peut pas rouler avec ces véhicules. Ce qui fait que là, la ville n'a pas encore pris sa décision de savoir si elle allait participer à l'homologation ou pas. Elle est très tentée de le faire. Et nous avons une rencontre d'ailleurs avec l'OFRU et l'OFT, l'Office fédéral des transports, cet après-midi pour pouvoir discuter justement de l'homologation avec en plus leur industrie qui est son constructeur. Donc l'objectif, c'est bien de pouvoir mettre en place cette homologation. Je rappelle juste que le test à Rolles en particulier était un test presque plus un test finalement de démonstration qui n'avait pas forcément une valeur d'homologation. Hein, et vous ne faites pas une homologation en 1 jour ou 2 jours sur une place publique. C'est des tests beaucoup plus longs. Par contre, là, on a envie de pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, j'ai encore 2 questions. Alors, la première, c'est un chiffre et la deuxième, c'est une date. Le chiffre, c'est évidemment combien ça coûte, combien ça va coûter à la ville de Gland, cette expérience? Alors actuellement, très franchement, vous allez être déçus parce qu'on n'en sait pas grand-chose. On a une idée du prix des véhicules, mais… Ça coûte combien pour une commune d'acquérir un véhicule comme ça? Si vous commandez chez leur industrie un véhicule de ce type, je le dirais plutôt comme ça, vous allez devoir débourser dans les 250 000 francs. Mais si on fait des comparaisons avec les bus de grande taille, en réalité, proportionnellement, c'est tout à fait correct. D'accord. Oui. Allez-y, vous voulez encore finir, mais alors rapidement, parce qu'on me tanne à l'oreille pour me dire « tu fais trop long, t'es trop motivé, t'es trop passionné ». Alors dites-moi en une phrase.
la conclusion sur le coût pour une collectivité? Alors, le coût pour une collectivité dépend de beaucoup de choses, dont en particulier, effectivement, la participation, soit fédérale, soit cantonale, les éventuelles subventions qui peuvent encore venir, le partage de ces coûts entre différentes communes qui pourraient être intéressées, la participation des transporteurs également, puisque c'est pas la commune qui va payer du personnel pour mettre en place ces bus, mais c'est bien un transporteur que l'on va mandater pour ça. Et c'est l'ensemble qui va pouvoir nous donner l'analyse de l'ensemble qui pourra nous donner réellement le coût que ça va nous coûter. D'accord. Et puis dernièrement, une date, quand est-ce que les citoyens glandois vont-ils pouvoir faire comme moi et se faire des 2 roues dans les giratoires ou tester la vitesse Là aussi, pour l'instant, une homologation de ce type, ça peut être très long. Laure nous l'a dit déjà, par exemple, par rapport à l'homologation. C'est pas pour le grand public. Pour l'homologation allemande ou française, etc., ça a pris quand même. Juste pour faire un petit tour comme ça, vous nous les présentez aujourd'hui. Pour les présentations. Non, là pour l'instant, c'est pas public. Aujourd'hui, il a fallu circuler. On était encadré par des motards et en fermant toutes les rues. Et on n'a pas le droit de prendre du public. On a le droit de prendre dans ces véhicules pour l'instant. Des politiciens et des journalistes. Voilà, Alexandre. Des personnes qui sont intéressées par les décisions qui doivent être prises. Voilà, et bien si vous voulez être complet sur le sujet, si vous voulez voir ces véhicules, les prendre en photo, je crois qu'il y a encore une démonstration demain à Gingin, c'est ça? Il y a une démonstration demain à Gingin. Et puis sinon, vous venez encore là, vite fait, pendant un petit moment, devant le théâtre de Grandchamp. Jusqu'à 17h ce soir, les véhicules vont être... alors voilà, ça sera peut-être trop tard pour notre diffusion, mais c'est pas grave, vous regarderez Lyon Région Télévision. Et Alexandre, je te repasse la parole, car je suis devant l'espace de travail, je crois, de ta prochaine invitée. Ah oui, quelle magnifique transition, mon cher Florian. Merci beaucoup de nous avoir fait voir donc ces navettes. Et puis j'ai vu que tu étais donc privilégié, apparemment, puisque donc il y a des journalistes et des politiques seulement. Bonjour Sandrine Faure. Bonjour Alex. On reste à Gland, du coup, à la ville de Gland avec vous et le théâtre de Grandchamp qu'on vient de voir à l'image. Bah oui, parce que vous le représentez aujourd'hui. Vous êtes la chef de service de la culture pour la ville de Gland. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Eh bien parce que ça y est, la nouvelle saison théâtrale du théâtre de Grandchamp, enfin culturelle, parce que je dis théâtrale, mais il y a du théâtre, il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a même des contes musicaux. Enfin bref, on va parler de tout ça. Justement, cette nouvelle saison, Sandrine Faure, quelles sont les nouveautés ou les lignes directrices? On a le temps. Mais oui, on a le temps. Le temps, on le prend chez NRTV. Alors, on va commencer. Les nouveautés, c'est notamment une nouvelle rubrique qui s'appelle un conte musical, Il était une fois le violon, qui s'adresse au tout jeune public pour lui faire franchir les portes d'un théâtre et l'amener en fait sur un chemin un petit peu initiatique de la découverte de la mise en vie d'un texte, mise en vie aussi sonore, et de faire découvrir l'envers du décor au-delà de l'écriture, avec des comédiens et musiciens pour l'occasion. Et ça, c'est une formule qui est offerte en petite jauge limitée pour que tout le monde reste dans une bulle et qui permet de créer aussi le lien avec la saison jeune public qui est présente dans la saison. Alors le lien, justement, il me semble, pour avoir discuté avec vous avant cette émission, que la plupart des spectacles que vous présentez, il y a vraiment cette volonté de créer un lien assez proche, vraiment de proximité entre le public et les artistes, justement. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est à la fois le fil rouge cette année qu'on retrouve décliné dans différents types de spectacles et de concerts et autres propositions, parce que vous avez cité le caractère pluridisciplinaire, on a aussi du cinéma. Oui, du cinéma aussi. Donc, ce qui est important, c'était dans une idée de cohérence, d'identité du lieu, de créer ce lien entre le public et les propositions, entre le public et les artistes. Et ça passe par quoi alors, ça passe par différents dispositifs. Bien sûr, il y a des choix de spectacles qui vont parler de ce lien, de lien à l'autre, à la génération, etc. On va dire d'un panachage de différentes thématiques qui vont faire glisser du théâtre à la musique, en passant par le cinéma, le conte. Donc, c'est vraiment ce lien pour avoir une ouverture, disons, sur
l'ensemble des disciplines artistiques qu'on peut retrouver dans un théâtre. Et puis, je dirais que c'est surtout ce lien, on s'attache à ce que ce théâtre ait une identité forte, que ce soit un lieu ultra convivial, dans lequel on se sente bien et qu'on crée du lien avec le public. Vous allez faire davantage de spectacles dans cette salle des colonnes, justement, je crois. Oui, alors ça, c'est la petite nouveauté cette année. Voilà, vous savez tout déjà. C'est qu'il y a donc une deuxième salle qui vient d'être équipée, qui accueille déjà depuis des années de nombreuses propositions culturelles portées par les associations de la ville et qui va pouvoir se transformer régulièrement toute la saison en petite salle, dans une installation type café-théâtre. Ah, oui. Où on va pouvoir écouter du classique, du stand-up, etc., des pièces de théâtre. Ouais. Donc tout le programme est à retrouver sur le site de la ville de Gland. Mais vous restez encore avec moi, Sandrine. J'ai quand même une petite question parce que quand on programme justement, le programme d'un théâtre, voilà, on va le dire comme ça, pluridisciplinaire en plus. Quels sont les enjeux aujourd'hui? On est après le Covid. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour justement arriver à trouver au mieux cet équilibre finalement et aller dégoter les meilleurs spectacles pour, je le précise quand même, un petit théâtre régional dans une commune, on n'est pas à Lausanne, on n'est pas à Genève, on est sur la côte, ça a aussi sa spécificité. C'est ça, et c'est un théâtre communal, donc qui va en premier lieu justement être occupé par cette mission d'ouverture et à la population locale, régionale. C'est effectivement une problématique qu'on a rencontrée tous dans tous nos domaines, mais effectivement dans le milieu théâtral, le Covid a quand même causé 2 fermetures de 4 et 6 mois consécutives. Donc le fait de renouer ce lien, c'était le premier enjeu au travers de tout ce qu'on a dit avant, et puis aussi de créer et de renforcer des liens, notamment sur la scène régionale culturelle, avec le Casino Théâtre de Rolle et l'usine à gaz Agnon. Nous sommes 3 salles complémentaires de dimensions, d'identités différentes. Et on a créé, il y a 2 ans, en fait, un projet qu'on a nommé Côte à Côte, pour mettre en valeur et faire se rendre compte à la population régionale de toute l'offre qu'il y avait à portée de chez eux et de revenir dans cette idée de proximité et de découverte ici, puisqu'en fait, tous les spectacles passent par ici. Oui, et puis mettre en avant aussi les artistes. Il y a aussi cette résidence. On va voir une photo justement de l'artiste Julie Hanen, qui sera en résidence au Théâtre de Grandchamp. Alors, l'aspect résidence d'artistes, c'est aussi quelque chose que vous voulez développer à Grandchamp? Oui, alors en fait, on le fait depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes un théâtre d'accueil, mais on est impliqué dans les coproductions, c'est-à-dire qu'on aide au financement de créations théâtrales ou de spectacles. Et la partie résidence, c'est venu d'une rencontre artistique avec Julie Hanen, qui réside dans la région, qui est auteur, metteur en scène. Et ça a été une histoire d'amour entre le lieu et sa programmation, et puis ses propositions artistiques. Donc là, ça veut dire que concrètement, on l'accueille au théâtre sur une durée plus longue. Donc là, ça fait en tout cas déjà la 4e année qu'on reconduit pour 2-3 ans en fonction des projets de création qu'elle a, qui implique aussi d'autres théâtres en Suisse romande ou bien même en Belgique, et qui va permettre à cet artiste de trouver un espace de répétition, d'écriture, de travail aussi avec des rencontres scolaires, puisqu'elle travaille beaucoup avec les interviews, les récoltes d'informations, de témoignages de vécus de différentes tranches d'âge, catégories de la population. Et puis, avec elle, on a créé ce volet sortir au théâtre qui consiste à aller permettre à la population, aux spectateurs, de découvrir ce qui se passe en coulisses, en amont d'un spectacle, en créant des moments d'échange autour d'un brunch, après un spectacle, au foyer, autour d'un verre, et d'aller au-delà du spectacle. Exactement. Ouais. Et ben voilà, le programme, justement, regardez, voilà, cette brochure, voilà le programme détaillé qui s'affiche justement, effectivement, à l'image. Alors, vous pouvez retrouver tout ça, bien sûr, sur le site de la ville de Gland. Comme je le disais, il y a de l'humour, de la musique, du théâtre, des contes musicaux même, et du cinéma. Et puis, en plus, il y a même un abonnement, voilà, pour les jeunes de 18 à 30 ans à 100 francs. Voilà, un pass régional pour aller voir, justement, tous ces spectacles au Théâtre de Grandchamp. Voilà, Sandrine Faure, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur NRTV. Et puis, merci à vous qui êtes chez vous, qui avez suivi cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne sur NRTV. D'ici là, passez une agréable soirée. À demain.